Si vous étiez là avant 11h30, la conversation entre Olivier, qui est un électeur de Marine Le Pen, et Constance Le Grip, qui est députée Ensemble pour la République, tournait autour de la crainte d'un fédéralisme. Et je disais à Madame Le Grip, est-ce que vous pouvez nous rassurer que ce n'est pas dans l'intention et d'Emmanuel Macron, et parfois d'autres, de vouloir nous faire avaler plus d'Europe lorsqu'il y a une crise, en l'occurrence une crise militaire ici? Madame Le Grip. Alors, avant que de tenter de vous rassurer, je reprends votre propre expression, je voulais quand même m'inscrire en faux par rapport à des choses dites par votre auditeur, parce qu'il est rigoureusement inexact de dire que le budget de la défense est toujours raboté dans notre pays et que les crédits pour nos armées diminuent. C'est bien tout le contraire. Depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, 2 lois de programmation militaire ont été portées, ont été votées par le Parlement, qui aboutiront à ce que, en plusieurs années, c'est un doublement des crédits pour nos armées que nous aurons à connaître et qui est l'effort supporté par nos compatriotes. La dernière loi de programmation militaire fixe à 413 milliards d'euros la somme consacrée à notre défense nationale, à nos armées d'ici 2030, et les crédits annuels vont crescendo. Pour 2025, 50,5 milliards d'euros, ça va aller jusqu'à 68 milliards d'euros en 2027. Donc voilà, il est faux de dire... Nous sommes d'accord, on a compris. Mais je suis d'accord avec vous, mais essayons de synthétiser. J'ai compris, le budget a augmenté. Donc, deuxième phase. Un autre point très important, parce que je vois que nos compatriotes ont vraiment besoin de savoir ce qu'il en est et... sont à juste titre, comme je le suis, très attachés à la dissuasion nucléaire française, qui est le gage de notre indépendance et qui fait de nous une exception au sein des pays de l'Union européenne, que nous partageons d'ailleurs, si je puis dire, cette exception avec le Royaume-Uni, lui aussi puissance dotée. Il n'a jamais été question et il ne sera jamais question. J'entends, Madame Le Grip, mais essayons d'avancer. Vous mettez 3 minutes, vous prenez 3 minutes pour me dire... Laissez les fake news être abondamment colportées. J'entends bien. J'ai à cœur de les rectifier. Alors, ayez à cœur, mais peut-être de manière plus synthétique, si vous me permettez. Mais ce qui m'intéressait, c'est le fédéralisme. Cette crainte qu'ont certains de nous faire avaler plus d'Europe dès qu'il y a une crise. Je voulais que vous répondiez là-dessus. Il n'y a absolument aucune crainte à avoir quant à un chemin vers le fédéralisme. Enfin, c'est une vieille lune que l'on nous resserre régulièrement. Ce qu'ont dit les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen extraordinaire du 6 mars, c'est qu'il nous faut collectivement, chacun pour ce qui concerne sa défense nationale, et puis ensemble, là où les pays européens le souhaitent et peuvent le faire, augmenter nos capacités de défense, augmenter nos capacités militaires, et donc concrètement augmenter nos budgets. Mais bien évidemment, la défense est une compétence nationale, et nous, Français, y sommes très attachés, mais on ne peut quand même pas non plus ne pas voir que les menaces et les défis existentiels qui pèsent sur notre continent, nos pays européens, appellent de notre part à réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire ensemble. Si nous voulons que nous puissions acheter du matériel militaire français ou européen, c'est ensemble que nous devons renforcer notre base industrielle et technologique de défense. Eh bien, je vous remercie. La préférence européenne, nous devons la construire ensemble et nous devons ensemble voir comment nous pouvons mutuellement, je dirais, nous aider pour dépenser plus pour notre défense. Eh bien, je vous remercie grandement. Il n'y a rien de fédéral. Vous savez, l'Europe, elle fonctionne plutôt sur ces grands sujets-là, sur le mode intergouvernemental. J'ai compris. Et je vous remercie grandement, surtout Madame Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Je vous remercie grandement, et je le disais, il y a très peu de députés macronistes aujourd'hui qui prennent la parole, donc je vous remercie grandement. Merci vraiment beaucoup, Madame, et bonne journée à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Merci également à Olivier. Il est parti, Olivier, ou je lui dis... Non, je suis toujours
jour-là. Non, la difficulté, alors c'est vrai que parfois on me reproche de malmener les hommes politiques, mais c'est vrai que c'est très difficile parfois d'échapper à la langue de bois. C'est pour ça que je suis pas toujours un fan et j'admire vraiment beaucoup mes consoeurs Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, qui sont expertes dans ce domaine, parce que les hommes politiques sont prisonniers de leurs éléments de langage parfois et qu'on a du mal à faire une interview de ce point de vue-là qui échappe à la pure langue de bois, Olivier. Bon. Et puis, s'il a envie si elle est fédéraliste, elle va pas vous le dire. Donc, c'est toujours pareil. Donc voilà. Merci, vous êtes biterrois, donc vous êtes de Béziers. Tout à fait, c'est exactement ça, Pascal. Et vous êtes donc un électeur peut-être de Robert Ménard ? Je l'ai été. Avant son changement macronien, si vous me permettez. Ah, vous trouvez que Robert Ménard est macronien ? Ah totalement, il n'y a qu'à voir ses prises de position. Bien sûr, regardez ses prises de position, outre le fait qu'il ait dénigré à plusieurs reprises Marine Le Pen et Jordan Bardella, regardez ensuite ses prises de position, notamment moi sur le Covid. Je suis pas d'accord avec vous, justement. Vous voyez, je trouve ce que j'aime ça fait du débat. Ce que j'aime chez Robert Ménard, c'est justement qu'il a le sens de la nuance et qu'il n'est pas prisonnier d'un camp. Et qu'effectivement, il a été un moment proche de Marine Le Pen, mais que sur chaque sujet, il est libre. Et ce que je regrette parfois avec les militants, c'est que si ils échappent, lorsqu'on est militant, à la doxa totale, on devient dans le camp adverse. Quasiment, et c'est ce que vous semblez dire. Je vous assure, je dirais pas que Robert Ménard est macronien, simplement. D'abord, est-ce que dans sa ville, vous trouvez qu'il a été efficace ? C'est ça qui est important. Alors, il a fait des belles choses dans la ville. Il y a eu un embellissement esthétique qui a été plus que certain. Il a augmenté la police municipale. Maintenant, je vous dirais que bientôt arrivent les élections municipales et il sera l'heure de discuter de son bilan. Je pense que ce sera le moment d'en discuter à ce moment-là. Comme pour tous, je vous dirais qu'il est facile de juger un bilan parce qu'il y a des choses bien, des choses moins bien. C'est l'inconvénient d'avoir été au pouvoir pendant 2 mandats. Donc après... Voilà, d'une manière globale, je sais qu'il a un bon ressenti sur le biterrois, mais je sais aussi qu'il y a des personnes, notamment il a été élu à l'époque avec l'investiture du Rassemblement national, beaucoup de personnes se sont senties trahies par ces prises de position. C'est la différence entre l'exercice du pouvoir qui demande du pragmatisme sans doute et de la nuance, et puis le fait d'être un pur militant ou un pur candidat avec un programme, et on sait bien qu'on peut pas tout appliquer parce que parfois il y a la réalité qui vous rattrape. Je pensais au jeune homme que j'étais lorsque j'avais 20 ans, qui était un pro-européen comme tous les gens de ma génération, qui pensait que l'Europe, évidemment, allait nous aider à être plus forts, parce que dans les années 80, la souveraineté nationale n'était pas attaquée, puis les mœurs françaises n'étaient pas en péril. Et on s'aperçoit 40 ans plus tard que cette technostructure a créé parfois des choses folles. Et les ZFE en est un exemple. Pour des raisons idéologiques, on décide que la voiture thermique doit être arrêtée. Donc, on interdit les voitures thermiques de 2006, je crois, d'entrer dans les villes, ce qui est un non-sens, parce que, évidemment, c'est pas ça qui va créer une pollution, j'imagine, supplémentaire, mais c'est une position idéologique. Et qui sont les premières victimes ? Ce sont les gens les moins riches. Ceux qui viennent travailler. Et oui, et puis ceux qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture. Et parce que quand tu as une voiture de 2006, c'est que tu roules pas sur l'or. C'est ça la réalité. Donc c'est invraisemblable. Et c'est l'Europe d'aujourd'hui. Donc cette technostructure a réussi à te dégoûter de l'Europe. Ce qui est quand même invraisemblable, puisque l'Europe, évidemment qu'on doit tous être pour l'Europe des nations telle que le général de Gaulle l'avait imaginé.